Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Root et avec le deuxième épisode du passage en revue de toutes les factions du jeu. Depuis l'extension Maraude, on est maintenant à 10 factions et donc c'est l'occasion de les regarder une après l'autre et voir un petit peu les petites stratégies, les petites subtilités qu'elles présentent et peut-être voir comment les aborder. Donc on commence dans l'ordre, on a commencé avec la marquise de Chat, aujourd'hui on continue avec les dynasties de la Canopée, et c'est l'ordre complètement logique, puisqu'on va suivre l'évolution depuis les plus anciennes jusqu'aux plus récentes. Et avec la dynastie, on a quelque chose de beaucoup, en fait, qui va être à la fois similaire à la marquise, puisqu'elle va essayer, la dynastie va essayer aussi de reprendre cette fois le contrôle de la forêt, puisque vous allez voir, il y a la petite histoire, c'est la guéguerre en fait entre les chats et les oiseaux. C'est marrant. Et puis donc là, l'idée c'est eux au contraire, ils vont être agressifs, ils vont essayer de repousser la marquise pour reprendre en fait leur terre en fait, tout simplement. Donc je vais enlever la petite boîte et puis on va aller sur le plateau et on va regarder le plateau joueur des dynasties de la Canopée. C'est une faction qui est extrêmement sympa à jouer. Elle est très simple à comprendre, mais voilà, elle n'est pas non plus, c'est pas la plus simple à jouer. Mais vous allez voir que c'est quand même relativement intuitif. Donc si, par exemple, si on regarde derrière, on peut comparer tout de suite avec la marquise. On voit que c'est une difficulté faible. Comme je vous le disais, elle est facile à comprendre, elle est facile à jouer dans le sens où on comprend très bien ce qu'il faut faire. Et vous voyez la différence, c'est que là on est en agressivité élevée. C'est-à-dire que là, le principe pour les guerriers de la Canopée, les oiseaux, ça va être de vraiment d'aller chercher les clairières, d'aller prendre le contrôle clairière après clairière, placer un perchoir et avancer comme ça et repousser la marquise si elle est en jeu. Si elle n'est pas en jeu, ils feront ça avec les autres, mais la petite histoire, c'est vraiment la marquise contre la dynastie. La fabrication, elle est modérée pour eux aussi, puisque c'est les perchoirs qui vont fabriquer les objets, donc il aura des perchoirs tout le temps, donc ça va être assez simple de fabriquer, mais vous allez voir que les oiseaux, eux, on va quasiment jamais fabriquer d'objets avec eux. Et la main de carte, c'est faible. Voilà, bon, je sais pas trop ce que ça veut dire quand il y a marqué faible ou élevé pour une main de carte. Je sais pas si c'est la gestion de la main qui est faible. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'elle est facile? Est-ce qu'elle est pas évidente? Je sais pas trop ça. C'est pas évident de comprendre ce qu'ils ont voulu dire ici. Pour l'agressivité, on comprend bien, mais la main de carte, faible, modérée ou élevée, ça veut dire quoi? Je ne sais pas trop. Si on regarde leur plateau, leur façon de marquer des points, c'est très simple, c'est fabriquer des perchoirs. Voilà. Donc plus ils vont avoir de perchoirs sur le plateau, plus ils vont marquer de points à la fin de la journée, puisque c'est au crépuscule qui marque les points de victoire. Donc eux, contrairement à la marquise, qui elle marque des points au moment où elle construit son bâtiment, lui c'est à la fin de la journée, on regarde combien il en a construit et il marque des points par rapport à ça. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est leur façon de jouer, puisque là on est sur quelque chose de complètement différent. Eux ils ont un décret, ils ont des dirigeants, et il va falloir placer des cartes pour effectuer des actions, et on va être obligé à notre tour de jeu d'honorer le décret du début à la fin. Et donc toutes les actions qui vont être présentes, on va être obligé de les faire, sinon on va tomber dans une crise et on va donc destituer le dirigeant, repartir à zéro, etc. C'est un peu comme un gouvernement qui se serait engagé à des actions, et s'il y a une action qu'il n'est pas capable de faire ou qu'il ne veut pas faire, et ben hop, on change de Premier ministre, et voilà. Si ça pouvait être comme ça en vrai, ça serait pas mal aussi. Pour ça, il a un avantage extrêmement important. Et on va le voir tout de suite. Mais d'abord, voilà la petite histoire. On a vu que lors de la vidéo qui parle de la marquise,
on a vu que la marquise avait pris le contrôle de la forêt. Lors de sa mise en place, elle prend toutes les clairières quasiment. Elle est la seule à faire ça, à s'installer sur tout le plateau. Ben là, on comprend un petit peu ce qui s'était passé. Profitant d'un moment de faiblesse, la marquise a pris le pouvoir. Vous avez rassemblé vos forces et êtes sur le point de reprendre ce qui vous appartient de droit. Donc c'est vraiment ça l'idée. C'est vraiment, on a été presque chassés. En fait, on a l'impression que les oiseaux n'étaient pas là, ils se sont absentés. Et quand ils sont revenus, la marquise avait pris le contrôle de toute la forêt. Et donc là, ils veulent repartir et la repousser. Voilà. Et pour ça, ils ont la capacité seigneur de la forêt. Ça, c'est extrêmement important, puisque les oiseaux, ils vont contrôler une clairière, même en cas d'égalité en nombre de pièces. Normalement, vous savez qu'il faut avoir une majorité relative, donc avoir plus de pièces que n'importe quelle autre faction dans la clairière. Les pièces, on rappelle, ce sont les guerriers, les bâtiments, ce sont les jetons carrés, et les jetons, les jetons ronds. Et donc si on fait la somme de tout ça, on doit avoir plus que chacune des autres factions. Eux, en étant les seigneurs de la forêt, évidemment, ils vivent dans la canopée, ils sont extrêmement respectés dans la forêt. À égalité, on considère que c'est eux qui contrôlent. Et ça va être très important pour pouvoir faire respecter le décret. Ensuite, ils ont une autre capacité qui est moins importante, mais du coup qui va nous aiguiller un petit peu dans la stratégie, c'est le mépris du commerce. Les oiseaux, ils ne sont pas là pour commercer, ils n'aiment pas ça. Eux, fabriquer un objet leur rapporte, quoi qu'il arrive, 1 point de victoire. Alors vous savez que les objets normalement rapportent entre 1 et 3. Rapporter 1 point de victoire, défausser une carte, pour gagner 1 point de victoire, c'est pas très intéressant. Donc avec les oiseaux, on va jamais quasiment construire d'objets, c'est pas intéressant pour nous. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on pourrait regarder, c'est par rapport au décret, comment on pourrait organiser ça. D'abord, peut-être en parlant du dirigeant. Donc si je pose le plateau, la dynastie a 4 dirigeants différents. Et ils ont tous une capacité spéciale, évidemment. Vous avez, on va attendre la mise au point. Voilà, vous avez le bâtisseur. Le bâtisseur, justement, il va ignorer le mépris du commerce. Donc si on a le bâtisseur, on va pouvoir en profiter de temps en temps pour fabriquer un objet qui vaut, par exemple, 3 points de victoire. Voilà. Donc là, on est dans de l'opportunisme. Quand on a le bâtisseur, on va quand même jeter un petit coup d'œil aux objets et voir s'il n'y en a pas un qu'on peut construire facilement pour gagner 3 points de victoire. C'est toujours bon à prendre. Ensuite, on a le despote. Le despote, donc le religieux, lui, il est assez intéressant parce que si on retire au moins un jeton ou un bâtiment adverse en combat, on marque 1 point de victoire. Vous savez que lorsqu'on retire un bâtiment ou un jeton adverse, donc autre qu'un guerrier, on marque de toute façon 1 point de victoire. Avec le despote, on en marque 1 de plus. Donc ça, c'est assez intéressant d'aller faire des guerres quand on a le despote pour marquer plus de points de victoire, notamment d'aller attaquer les clairières vulnérables, où il n'y a pas beaucoup de guerriers et où on pourrait détruire des jetons et des bâtiments. Ensuite, on a le charismatique. Le charismatique, on dirait plutôt un noble. Lui, lorsqu'on recrute, on va mettre 2 guerriers à la place de 1. Pour l'action de recrutement, où normalement on met un guerrier par clairière, où il y a un perchoir évidemment, là on en place 2. Et enfin, le commandant, lui, c'est lorsqu'on attaque, quoi qu'il arrive, on inflige une perte additionnelle. Donc on va être plus puissant avec lui. Donc en début de partie, on nous demande de choisir un des dirigeants. Et ça, c'est assez important. C'est une des premières choses à bien réfléchir, c'est avec quel dirigeant je commence. Parce que il n'y a pas que leur capacité, il y a aussi les vizirs qu'ils embarquent avec eux. Vous voyez qu'ici, il y a des drapeaux, des fanions. Ça va dépendre, en fait, ça va déterminer où on va placer nos vizirs. Par exemple, le commandant,
il va avoir un vizir en déplacement et un vizir en combat. Donc il a déjà une action de déplacement, une action de combat. Pour de la guerre, c'est normal, hein, on se déplace, on attaque. Le bâtisseur, lui, il va en avoir un dans le recrutement, puis dans le déplacement, pas dans le combat. D'ailleurs, recrutement, il y a 2 R, là c'est marrant, j'ai remarqué ça il n'y a pas longtemps. Petite coquille, ça arrive. Le despote, lui, c'est dans le déplacement et dans la construction, et le charismatique dans le recrutement et dans le combat. Donc les 4 sont différents avec leur capacité et avec le positionnement de leur vizir. Donc ça c'est très important parce que si on repasse sur le plateau joueur, on commence la partie, on a 2 vizirs. Ce sont les vizirs fidèles. Et donc on va les positionner dans la case qui correspond au dirigeant qu'on a choisi ou qui est en place. Donc ça veut dire que si on commence avec le despote par exemple, ben lui, il va avoir un vizir en déplacement et en construction, donc un en déplacement ici et l'autre en construction là-bas. Ça veut dire que il va devoir, je dis bien devoir, effectuer un déplacement et une construction, obligatoirement. Alors l'avantage des vizirs, c'est que ce sont des oiseaux, donc ils sont très versatiles, ils sont très flexibles, on peut choisir n'importe quelle clairière, heureusement. Mais c'est quand même une action qu'il va falloir faire, et notamment l'action de construction. Vous allez voir que c'est l'action la plus importante du jeu, parce que il va falloir faire très attention à cette action de construction, puisqu'il va falloir qu'au moment où on arrive à cette action, parce qu'évidemment, quand on fait les actions, on les fait de gauche à droite, et on fait toutes les cartes qui sont dans chaque colonne, dans l'ordre qu'on veut, mais toutes les cartes à chaque fois, et il va falloir pouvoir faire toutes ces actions-là. Donc on va d'abord recruter à des endroits où on a un perchoir, qui correspond à la couleur de la carte, puis on va se déplacer depuis une clairière de la couleur de la carte, puis on va combattre dans une clairière à la couleur de la carte, et enfin on va construire dans une clairière à la couleur de la carte. Donc vous voyez bien le cheminement, on recrute, on se déplace, on combat et on construit. Et il faut que ça se passe bien, parce que s'il y a une des étapes qu'on ne peut pas faire, c'est la crise. Donc attention, et notamment il faut arriver au bout et pouvoir construire, donc c'est-à-dire avoir nettoyé une clairière, donc contrôler une clairière, donc être à minima à égalité de pièces, une clairière dans laquelle on n'a pas de perchoir, et une clairière dans laquelle il y a un emplacement pour construire un perchoir. Donc vous voyez, il va falloir bien calculer cette histoire de construction. Et donc le choix du premier dirigeant est très important. Voilà, qu'est-ce que je veux faire, et ça on va peut-être le déterminer par rapport à notre position. Voilà, donc il faudra faire attention de toute façon de ne pas mettre trop de cartes en construction, parce qu'à chaque tour on ne pourra pas construire sur 2-3 clairières à chaque fois, c'est impossible. Donc il va falloir faire très attention, peut-être faire plus de recrutement et réfléchir à comment on va les déplacer pour pouvoir combattre et après être sûr de pouvoir construire. Donc voilà la réflexion qu'il y aura à mener pour jouer les dynasties de la canopée. Et notamment, voilà, les 2 premiers tours sont très critiques parce que il va falloir bien planifier, mais plus on va avancer, plus ça va être compliqué évidemment, puisqu'il y aura plus d'adversité, il y aura de moins en moins de clairières cibles, et il y aura surtout de plus en plus de cartes à effectuer comme action, donc ça va être de plus en plus dur d'arriver à tout faire. Mais on y arrive, hein. J'ai réussi à gagner des parties en ayant très peu de crises au final, mais parfois on a besoin d'un peu de chance. Alors si on regarde un petit peu le déroulement d'une journée, à l'aurore, premièrement, si on n'a pas de carte en main, on en pioche une. Ça c'est très important parce qu'on est obligé ensuite d'ajouter une carte au décret. Donc ils sont pas cons, ils se sont dit attendez, si le joueur il se démerde pour avoir jamais de carte en main, il peut pas, non. Donc là, si on n'a pas de carte en main, on en pioche une, et là c'est très dangereux, parce que il faut jamais être dans cette situation, une première stratégie, parce que la carte qu'on pioche, on va être obligé de la placer dans le décret,
Et voilà, donc il vaut mieux avoir une main assez fournie pour avoir un choix, et si possible, alors, on va y revenir, mais vous avez bien compris que plus on va mettre d'oiseaux là-haut, plus ça va être simple, puisque les oiseaux sont considérés comme étant de la couleur que l'on souhaite. Donc, si on met une carte souris en combat, on va être obligé d'effectuer un combat dans une clairière souris. Si on met un oiseau, bon bah, on regarde et on se dit, bon bah ok, je m'en sors bien, l'oiseau, je peux l'affecter à n'importe quelle clairière. Donc évidemment, on va essayer de mettre que des oiseaux là-haut pour que ce soit plus simple. Mais par contre, il ne faut pas se louper. Parce que si on tombe en crise, on va perdre, ça on y reviendra tout à l'heure, hein, mais on va perdre des points de victoire, un point de victoire par carte oiseau qui était dans le décret. Donc plus il y a de cartes oiseaux, plus c'est facile de respecter le décret, mais si on se loupe, par contre ça nous coûte très cher parce qu'on va perdre énormément de points de victoire. Donc voilà, parfois il y a un petit équilibre à trouver, notamment on peut faire du recrutement assez facilement avec des couleurs, puisque les recrutements on les fait là où on a un perchoir, donc si on arrive à défendre nos perchoirs, on arrivera à recruter, par exemple on peut se dire, voilà, je vais recruter toujours dans des clairières lapins, parce que voilà, et donc je peux mettre des cartes lapins ici. Les déplacements, on y arrive aussi plus ou moins, mais c'est vrai que plus on va à droite, et plus on a besoin d'être flexible. Donc ça va vraiment être un équilibre à trouver, et c'est ça qui est très intéressant quand on joue cette faction. Donc on peut ajouter une ou deux cartes au décret, on est obligé d'en mettre au moins une, jusqu'à 2, mais par contre, si on en met 2, on ne peut pas mettre 2 oiseaux. Voilà, une seule peut être un oiseau. Donc attention, quand on met 2 cartes, c'est très dangereux parce que ça rajoute beaucoup d'actions et on ne pourra pas à chaque fois mettre des oiseaux. Donc souvent, ce que j'ai trouvé qui marchait le mieux, c'est de mettre qu'une seule carte, évidemment. Si possible un oiseau, en calculant bien son coût pour essayer d'aller le moins possible en crise. Ensuite, si on n'a aucun perchoir dans le jeu, bah on en place un et on met des guerriers. Voilà. Ça arrive très rarement, mais ça peut arriver, mais c'est assez rare ça. Ensuite, on passe au jour. Au jour, on peut fabriquer des objets là où on a un perchoir. Bon, on n'oublie pas le mépris du commerce. Si on n'a pas le dirigeant bâtisseur, c'est pas très intéressant pour les oiseaux de construire des objets puisqu'ils rapportent qu'un point. Et donc, c'est des cartes qu'on défausse et donc on n'a plus en main pour pouvoir après mettre dans le décret, voyez. Donc l'idée c'est de ne pas trop construire, uniquement quand on a le bâtisseur et à condition que ce soit facile et que ça rapporte bien. Et donc la grosse action c'est là, c'est la résolution du décret, donc de gauche à droite, on l'a vu, hein, recrutement, déplacement, combat, construction, faire toutes les actions de chaque colonne dans l'ordre qu'on veut. L'action dans une clairière de la même couleur, voilà. Donc on fait ça, en espérant arriver jusqu'au bout. Si jamais il y a une des actions qu'on ne peut pas faire, quelle que soit la raison, ou qu'on ne veut pas faire, bon, pourquoi pas, ben, immédiatement, c'est une crise. Et donc là, c'est assez catastrophique parce que si vous ne pouvez pas faire une action du décret, une seule, quelle qu'elle soit, on doit effectuer ces 4 actions ici. D'abord, c'est l'humiliation, parce que on a signé un décret et on n'arrive pas à le respecter, on est humilié, on perd un point de victoire, comme je disais, par carte oiseau, et attention, il y a déjà les 2 visirs, donc déjà minimum on perd 2 points. Mais comme on aura tendance à mettre des oiseaux pour nous faciliter la tâche, c'est pas rare qu'on perde 4, 5 points à chaque fois qu'on est en crise. C'est beaucoup. Mais en même temps, c'est aussi ce qui va nous aider à marquer des points plus facilement. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, on purge, on défausse tout le décret, toutes les cartes sont défaussées, on enlève les visirs, mais on les garde de côté, évidemment, on ne les défausse pas. Ensuite, c'est la destitution, évidemment. Après l'humiliation, le dirigeant est destitué, il n'a pas réussi à faire son travail, à faire respecter le décret, on doit le retourner face cachée, et on en choisit un qui nous reste en main,
parmi les 3 autres au début. Voilà. Et donc on assigne après les visirs en fonction de ce nouveau dirigeant. Et ensuite, c'est le repos, c'est-à-dire qu'on termine notre phase de jour immédiatement et on passe au crépuscule. Ça veut dire que si il y a une action qu'on n'arrive pas à faire dès le début, par exemple je dois recruter en clairière lapin et que je ne peux pas le faire parce que je n'ai plus de perchoir dans des clairières lapins, je sais pas, je me suis fait attaquer, on m'a détruit mon perchoir, j'ai pas réussi à le défendre, à le protéger comme il fallait, et tout ce qui est derrière, je peux pas le faire. Donc c'est très dangereux, et donc à choisir, il vaut quand même mieux essayer de faire le plus d'actions possible avant d'être en crise, évidemment. Et là on passe directement au crépuscule. Crépuscule, on marque les points de victoire par rapport au nombre de perchoirs qu'on a construits. Si on a construit tous nos perchoirs, on va marquer 5 à ce moment-là. Et ensuite, on pioche une carte, plus une carte par symbole visible, comme dans beaucoup de factions, c'est comme ça, pour refaire notre main, qui ne peut pas dépasser 5 cartes. Voilà. Donc voilà comment fonctionne le décret des dynasties de la Canopée. C'est une faction qui est vraiment très sympa à jouer, qui est très agressive puisqu'elle va, comme elle va devoir construire à chaque tour, quasiment, pas toujours, parce qu'on peut au début décider de ne pas mettre de cartes, mais à un moment, si on ne met pas de carte, on ne peut pas recruter, si on ne met pas de carte ici, on ne peut pas construire, donc on ne peut pas marquer de points. Donc voilà, donc dans l'idée, c'est qu'on va devoir essayer à chaque tour d'être capable de construire au moins un perchoir, donc il va falloir combattre dans cette clairière, donc il va falloir s'y déplacer, et donc il va falloir avant recruter pour envoyer des soldats pour être sûr de pouvoir nettoyer. Vous voyez? Donc c'est vraiment ça la mécanique qu'on va essayer de respecter. Donc on est sur une faction très agressive qui va vouloir avancer vraiment clairière par clairière, reprendre du territoire et mettre des perchoirs un peu partout. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, si on a mis tous nos perchoirs, évidemment on ne pourra plus en construire. Là on sera obligé de subir une crise à un moment, mais on aura marqué beaucoup de points, puisqu'à chaque tour on aura marqué 4, 4, 4, 5, et puis on va reculer un peu, et puis on va essayer de remarquer, puis reculer un peu. Voilà, c'est comme ça l'idée en fait de la dynastie. Surtout ce qu'il faut vraiment pas oublier, bon évidemment, outre le fait de bien planifier son truc, c'est la capacité seigneur de la forêt. Ça c'est extrêmement important. Voilà. Puisqu'à égalité, on contrôle, donc ça nous facilite la tâche. Il faut beaucoup jouer avec ça, évidemment. Donc voilà pour les dynasties. Il n'y a rien de plus vraiment qu'on pourrait rajouter sur cette faction. Elle est vraiment très intéressante à jouer, très sympathique. C'est une des meilleures, je trouve. Vraiment, vraiment. Et voilà. Évidemment, il y aurait toujours une stratégie idéale à trouver par rapport au premier dirigeant à mettre en place, puis le second. Moi, c'est vrai que je n'ai pas poussé jusqu'à là à me dire, ok, le premier, il faut que ce soit celui-là. À chaque fois que je joue avec la dynastie, je réfléchis, je me souviens jamais lequel est le mieux pour le départ. Donc à chaque fois, je réfléchis en me disant, ok, celui-ci m'apporte ça. Voilà. Mais sûrement qu'il y en a un qui reviendra toujours en premier parce que il va être peut-être plus intéressant. Est-ce qu'on a envie d'aller attaquer tout de suite, ou celui qui recrute plus dès le départ? Voilà, ça dépend aussi peut-être un peu de la façon de jouer de chacun. Mais de toute façon, voilà, ça je sais pas, je saurais pas vous conseiller vraiment. Alors si je prends 2 petites secondes là, moi souvent avec lequel peut-être le recruteur, recrutement combat. Moi j'aime bien mettre un vizir dès le départ dans la construction et d'avoir une seule carte oiseau, donc du coup je me demande si je commence pas avec le despote, moi souvent. Parce que le despote c'est le seul qui met un vizir dans la construction, ici, pour être flexible, et après moi je m'adapte avant. Je crois que c'est ça que je fais moi souvent. Je commence par le despote. Le despote il met un vizir en déplacement et en construction,
Donc après moi, selon ma main, j'essaye de voir où je dois combattre. C'est vrai que ça dépend aussi, ouais. Ça dépend aussi de la main, parce que, attendez, choisissez un dirigeant, retournez vos plateaux. La main de carte, on l'a avant, hein, de toute façon. Il me semble que oui. Hein. Il me semble que la main, on pioche notre main de carte. Ah, je sais plus, je vais vérifier. Donc oui, c'est bien ça. On pioche notre main de carte avant de faire la mise en place. Donc on sait déjà les cartes qu'on a en main, et donc ça va nous permettre de choisir le meilleur dirigeant à ce moment-là. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais moi, je sais que de mémoire, c'est souvent le despote que je mets en premier, parce que si j'ai pas ce qu'il faut, au moins je peux avoir directement un oiseau en construction. Ça va être très important au début. Donc voilà pour les dynasties de la canopée. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de cette faction, comment vous la jouez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, est-ce que vous l'aimez, est-ce que vous la trouvez trop forte, ou voilà. Maintenant il y a pas mal de nouvelles factions qui sont très fortes aussi, donc il y a de la concurrence, c'est plutôt pas mal. Mais j'aimerais bien connaître vos retours pour chacune des factions, et vos stratégies aussi, ça m'intéresse, parce que voilà, parfois on se dit ouais, ce que je fais ça marche bien, et du coup on voit pas qu'il y a peut-être autre chose qui est encore mieux, ou qui est différent et qui marche aussi bien. Donc n'hésitez pas, ça m'intéresse. Voilà, merci d'avoir suivi. Je vous dis à bientôt dans la 3e vidéo consacrée aux strats des factions de route, et la 3e, ça sera l'alliance de la forêt, bien sûr. Allez, d'ici là, jouez bien. Ciao.